Trois drones étrangers ont été repérés, puis abattus au-dessus du Burkina Faso, en pleine nuit. En quelques secondes, ce qui semblait invisible a été suivi, verrouillé et neutralisé, retournant une attente mondiale. La supériorité technologique n'est pas toujours synonyme d'impunité. Sous Ibrahim Traoré, l'épisode cesse d'être un fait divers aérien et devient un signal politique, car il touche des zones sensibles, des frontières et des sites miniers récemment nationalisés. Et si ce ciel contesté ouvrait une nouvelle phase régionale, où chaque intrusion coûte plus cher, et où la souveraineté se mesure désormais à la réaction? Ce récit promet trois choses précises. Comprendre ce qui s'est réellement joué dans le ciel burkinabé, mesurer ce que cet épisode change concrètement pour l'État et la région, et distinguer le symbole politique de l'effet stratégique durable. L'intérêt pour le spectateur est simple. En 10 minutes, savoir lire un basculement de pouvoir sans jargon militaire inutile. L'enjeu dépasse largement la destruction de trois appareils. Il touche à la crédibilité d'un gouvernement, à la protection d'infrastructures critiques et à la perception du risque par des acteurs extérieurs. Dans le Sahel, chaque signal de faiblesse ou de capacité réelle est immédiatement interprété, amplifié, puis intégré dans des calculs diplomatiques, économiques et sécuritaires. Sous Ibrahim Traoré, cette affaire pose une question centrale. S'agit-il d'un coup isolé ou du premier jalon d'une doctrine plus cohérente? La réponse conditionne la suite. Coopération régionale renforcée, pression extérieures accrues ou simple retour à l'équilibre antérieur. Une chose est sûre, ignorer cet épisode reviendrait à mal lire les dynamiques actuelles du Burkina Faso et du Sahel. La première information qui a surpris les observateurs tient en un chiffre: 88% de précision de détection. Pour un pays disposant de radars jugés obsolètes, ce taux a immédiatement changé la lecture de l'incident. Il indique que la neutralisation des drones n'était ni aveugle ni improvisée, mais le résultat d'un système déjà adapté à ce type de menace. Dans les heures précédant l'interception, des signaux faibles avaient été relevés sur les écrans de surveillance burkinabés. Des échos discontinus, des trajectoires répétitives, des passages réguliers au-dessus de zones frontalières et de sites miniers récemment nationalisés. Pris isolément, ces indices pouvaient passer pour des anomalies techniques. Mis bout à bout, ils dessinaient un schéma cohérent. C'est ici que le contexte compte. Depuis plusieurs années, le Sahel est couvert par des dispositifs de surveillance étrangers officiellement dédiés à la lutte contre le terrorisme. Cette présence technologique crée un déséquilibre structurel. Elle donne à certains acteurs une visibilité permanente, tandis que les États locaux restent largement aveugles. Le Burkina Faso n'échappait pas à cette logique. Sous Ibrahim Traoré, une inflexion s'est produite. Sans disposer de moyens de pointe, les équipes locales ont recalibré des radars existants, réduit les interférences parasites et appris à lire différemment les données disponibles. Ce travail patient explique pourquoi les drones ont été identifiés à haute altitude, puis suivis de manière continue. Lorsque les trois appareils ont été détectés en formation resserrée au-dessus de zones stratégiques, la nature de l'intrusion est devenue évidente. Ce n'était pas un passage accidentel, mais une mission structurée. À ce moment-là, la décision de neutraliser les drones n'a pas marqué une rupture soudaine, mais l'aboutissement logique d'une préparation discrète. La mini-révélation est là. Là. L'exploit n'est pas né dans l'urgence, il s'inscrit dans une transformation silencieuse des capacités burkinabées. Pour comprendre comment cette capacité s'est matérialisée, il faut suivre les acteurs de terrain plutôt que les communiquer. Le premier microcas se situe dans une salle de contrôle modeste où des ingénieurs militaires travaillent sur des écrans anciens, loin des centres technologiques occidentaux.
Leur rôle n'était pas d'inventer un système nouveau, mais d'exploiter au maximum ce qui existait déjà. En affinant les filtres, en comparant les trajectoires sur plusieurs nuits, ils ont appris à distinguer un bruit banal d'un schéma intentionnel. Un second micro-cas concerne les opérateurs chargés de la décision finale. Face à des signaux encore imparfaits, ils ont dû trancher sans certitude absolue. Cette capacité à décider avec une information incomplète a été déterminante. Elle révèle une culture opérationnelle qui privilégie l'anticipation plutôt que l'attente d'une preuve parfaite, souvent trop tardive. Dans ce processus, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un technicien, mais comme un facilitateur politique. En validant ses ajustements et en assumant le risque d'une riposte, il a donné un cadre clair à des équipes habituées à composer avec des contraintes sévères. Cette confiance accordée a accéléré la chaîne décisionnelle, réduisant les délais entre détection et action. L'impact précoce s'est fait sentir immédiatement. Les équipes ont gagné en assurance, les procédures ont été clarifiées, et l'idée que le ciel était intouchable a commencé à se fissurer. À court terme, cela a transformé la posture défensive du pays, sans annonce spectaculaire ni démonstration publique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la souveraineté commence par la capacité à décider. Avant l'incident, le ciel burkinabé était perçu comme un espace traversé plus que contrôlé. Les signaux captés par les radars locaux étaient souvent classés comme marginaux, noyés dans le bruit technique et relégués au rang d'alerte secondaire. Après l'incident, cette lecture a changé et la lecture a changé. Chaque écho est devenu une information potentielle, chaque trajectoire une hypothèse à tester. C'est dans ce basculement que commence la séquence des événements. Le déclencheur se situe plusieurs jours avant la neutralisation. Des trajectoires répétitives sont observées au-dessus de zones sensibles, notamment des frontières et des sites miniers récemment nationalisés. Les ingénieurs notent que ces passages suivent des couloirs précis, à des altitudes constantes, avec des variations trop régulières pour être accidentelles. À ce stade, aucune action n'est lancée, mais un travail de recalibrage discret commence. Les radars sont ajustés, les filtres modifiés, et les données archivées sont relues à la lumière de ces nouvelles anomalies. Le climat change lorsque les signaux cessent d'être isolés. Une nuit, 3 appareils apparaissent presque simultanément, évoluant en formation resserrée. Cette configuration transforme l'hypothèse en certitude. Il ne s'agit plus d'une simple observation, mais d'une mission structurée. Les opérateurs comprennent que l'intrusion vise à cartographier des infrastructures stratégiques et que l'absence de réaction renforcerait l'idée d'un espace aérien permissif. Le climax intervient au moment de la décision. Ibrahim Traoré valide la riposte malgré des marges d'erreur encore présentes. Ce choix n'est pas impulsif. Il repose sur une évaluation rapide des risques. Laisser passer les drones ou assumer une action qui affirme une ligne politique claire. La chaîne de commandement est activée sans délai excessif, signe que les scénarios avaient été anticipés. En quelques minutes, les coordonnées sont fixées, les systèmes alignés et la neutralisation est engagée. La destruction des 3 drones se produit en quelques secondes, mais ces répliques sont plus longues. À court terme, les équipes techniques constatent que leurs ajustements ont fonctionné au-delà des attentes. Les procédures improvisées deviennent des références internes. Sur le plan politique, l'événement renforce la cohésion autour de la décision prise en interne comme auprès d'une partie de l'opinion publique. À moyen terme, l'épisode agit comme un signal externe. Il indique que le Burkina Faso n'est plus un simple espace de passage, mais un acteur capable de répondre. Cette ligne des événements montre que le cœur de l'affaire n'est pas la chute des drones, mais la transition entre une posture d'attente et une posture d'affirmation assumée. Avant l'opération, la capacité de détection aérienne du Burkina Faso reposait sur des radars considérés comme limités, avec une lecture fragmentaire.
fragmentaire de l'espace aérien et des délais de réaction variables. Après les ajustements opérés par les équipes locales, l'écart est mesurable, un taux de détection annoncé de 88%. Ce chiffre ne décrit pas une perfection théorique, mais une amélioration décisive par rapport à un baseline bien plus faible, où une part importante des signaux passaient inaperçus ou étaient classés comme bruit. En clair, là où l'on voyait peu et tard, on voit désormais plus et plus vite. Le second indicateur concerne l'altitude d'interception. Les drones ont été identifiés et neutralisés à environ 5000 mètres. Pour des systèmes jugés insuffisants à ces hauteurs, ce delta est significatif. Il montre que la question n'était pas seulement la puissance du matériel, mais sa configuration et la compétence des opérateurs. À cette altitude, la marge d'erreur est étroite. Une mauvaise lecture de trajectoire suffit à perdre la cible. Le fait d'avoir maintenu le suivi jusqu'à la neutralisation indique une maîtrise opérationnelle rarement associée à des équipements anciens. Le troisième chiffre clé porte sur la vitesse de réaction. Le temps entre la détection confirmée et l'engagement a été ramené à moins de 40 secondes. Comparé à des délais antérieurs, souvent comptés en minutes, ce raccourcissement change la nature même de la défense aérienne. Une réaction lente tolère l'intrusion. Une réaction rapide la dissuade. Ce delta temporel résulte d'une chaîne décisionnelle simplifiée où les niveaux d'autorisation ont été clarifiés à l'avance. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une cohérence. Le taux de détection mesure la qualité de la lecture, l'altitude d'interception mesure l'étendue de la couverture et le temps de réaction mesure l'efficacité de la décision. Aucun de ces chiffres, isolément, ne suffirait à prouver une transformation stratégique. Ensemble, ils décrivent un système qui fonctionne de bout en bout. Sous Ibrahim Traoré, l'intérêt de ces données n'est pas de rivaliser avec des armées technologiquement supérieures, mais de réduire la symétrie la plus pénalisante, celle de l'aveuglement. Voir plus tôt, comprendre plus vite, décider sans délai excessif. C'est cette combinaison qui a permis de transformer des ressources limitées en avantages contextuels. Il faut enfin noter ce que ces chiffres ne disent pas. Ils ne garantissent pas une invulnérabilité permanente, ni une supériorité durable. Ils indiquent une capacité ponctuelle devenue crédible. Dans un environnement régional où les signaux sont scrutés, cette crédibilité suffit souvent à modifier les calculs adverses. La preuve quantitative n'est donc pas seulement technique, elle est dissuasive. Deux lectures opposées se sont rapidement affrontées après la neutralisation des drones. La première, défendue par certains analystes extérieurs, minimise l'événement. Selon eux, l'opération burkinabé relèverait d'un concours de circonstances favorables, conditions météorologiques particulières, trajectoires prévisibles des drones, voire dysfonctionnement technique des appareils. Dans cette perspective, le Burkina Faso aurait profité d'une fenêtre exceptionnelle, difficilement reproductible, sans que cela traduise une capacité durable. Cette lecture suggère aussi, sans le prouver, l'existence d'un soutien extérieur discret, qui expliquerait des performances jugées improbables avec des équipements anciens. Le second argument critique s'appuie sur la disproportion apparente des moyens. Comment un pays aux ressources limitées pourrait-il rivaliser, même ponctuellement, avec des systèmes de surveillance conçus par des puissances technologiquement avancées? Pour ces observateurs, l'épisode serait surtout symbolique, sans impact réel sur l'équilibre stratégique régional. Une démonstration isolée ne ferait pas une doctrine, et l'avantage resterait structurellement du côté des acteurs étrangers. La réponse à ces deux arguments se trouve dans la cohérence des faits observés. D'abord, les trajectoires répétitives et la formation resserrée des drones indiquent une mission planifiée, non une errance accidentelle. Ensuite, les chiffres disponibles, détection élevée, interception à haute altitude, temps de réaction réduit,
convergent vers une préparation préalable. Un hasard ne se répète pas sur plusieurs indicateurs clés. Ensuite, l'hypothèse d'un soutien extérieur occulte un élément central, l'adaptation locale. Les ajustements décrits reposent sur des compétences internes, sur la lecture fine de données existantes et sur une chaîne décisionnelle assumée. Sous Ibrahim Traoré, le choix politique n'a pas été de nier les limites matérielles, mais de les contourner intelligemment. Enfin, même si l'événement restait ponctuel, son effet stratégique ne disparaîtrait pas. Dans les rapports de force, la démonstration d'une capacité crédible suffit à introduire du doute. Or, le doute modifie les comportements, les trajectoires et les calculs de risque. C'est précisément ce déplacement, plus que la prouesse technique, qui constitue la réponse la plus solide aux critiques. Le véritable pivot se situe ailleurs que dans la chute des drones. L'événement révèle un changement de logique, passer d'une défense réactive à une posture d'initiative calculée. Jusqu'ici, la surveillance étrangère imposait son rythme, ses trajectoires et ses priorités. Après l'opération, ce rythme n'est plus unilatéral. Le ciel devient un espace disputé où chaque intrusion suppose désormais une réponse possible. Cette bascule modifie la lecture régionale. Les acteurs extérieurs comprennent que le Burkina Faso n'est plus totalement prévisible. Les acteurs voisins observent qu'une adaptation locale peut réduire un désavantage technologique. Et à l'intérieur du pays, les équipes techniques intègrent une idée nouvelle. Leurs ajustements comptent réellement dans l'équation stratégique. Sous Ibrahim Traoré, cette révélation agit comme un multiplicateur. Elle transforme une réussite ponctuelle en levier politique. Sans discours grandiloquent, elle redéfinit ce qui est considéré comme faisable. Le message implicite n'est pas une menace, mais une capacité démontrée. À partir de ce point, la question n'est plus de savoir si l'incident était exceptionnel. Elle devient plus large. Comment cette capacité va-t-elle être utilisée, encadrée et intégrée dans une trajectoire durable? C'est cette interrogation qui ouvre la seconde moitié du récit. Les effets de l'opération ne se répartissent donc pas de manière abstraite. Ils touchent 4 groupes précis, chacun avec des conséquences mesurables à court et moyen terme. Pour l'État burkinabé d'abord, la neutralisation des drones renforce la crédibilité de l'appareil sécuritaire. Elle montre que la chaîne décisionnelle fonctionne et que les investissements, même modestes, peuvent produire des résultats tangibles. Sous Ibrahim Traoré, cette crédibilité consolide l'autorité politique interne, en particulier dans un contexte où la légitimité repose aussi sur la capacité à protéger le territoire. Pour les entreprises, notamment dans le secteur minier, l'impact est plus pragmatique. La démonstration d'une capacité de protection aérienne réduit la perception de vulnérabilité des sites stratégiques récemment nationalisés. Cela ne supprime pas le risque, mais il est désormais perçu comme gérable plutôt que structurel. Cette nuance suffit à modifier des décisions d'investissement, des clauses d'assurance et des calendriers de projet. La sécurité devient un paramètre discuté, non un obstacle rédhibitoire. Du côté des citoyens, l'effet est moins technique mais tout aussi réel. L'épisode nourrit un sentiment de reprise de contrôle particulièrement fort dans un pays habitué à voir des décisions sécuritaires dictées de l'extérieur. La neutralisation des drones devient un récit de capacité collective. Ingénieurs, opérateurs et décideurs ont agi ensemble. Ce type de récit renforce la cohésion et la tolérance aux efforts demandés par une stratégie de souveraineté plus exigeante. À l'échelle régionale enfin, les conséquences dépassent le Burkina Faso. Les pays voisins observent qu'un État du Sahel peut réduire une asymétrie technologique sans disposer de moyens comparables. Cela encourage des échanges techniques, des coopérations discrètes et une réflexion commune sur la défense aérienne régionale. Dans le même temps, les acteurs extérieurs doivent intégrer un paramètre nouveau. L'intrusion n'est plus sans coût ni sans réponse.
L'élément clé est là. Aucun de ces effets Omeka, ne repose sur une supériorité durable, mais sur une capacité crédible démontrée une fois. Sous Ibrahim Traoré, cette crédibilité suffit à déplacer des comportements, à ajuster des stratégies et à reconfigurer des attentes. Les conséquences concrètes ne sont donc pas spectaculaires, mais cumulatives. Elles transforment lentement un équilibre régional fondé sur l'habitude en un équilibre fondé sur le calcul. Le premier scénario est celui de la continuité maîtrisée. Le Burkina Faso capitalise sur l'épisode sans l'exagérer. Les capacités de surveillance sont consolidées, les procédures formalisées et les équipes renforcées par des formations ciblées. La coopération régionale progresse à petits pas, par échange technique plutôt que par alliance affichée. Dans ce cadre, l'incident des drones reste un point d'inflexion discret mais structurant. Il ne provoque pas de rupture diplomatique majeure, mais il installe une dissuasion minimale. L'intrusion devient un pari risqué, non un automatisme. Le second scénario est plus optimiste. La démonstration de capacité agit comme un catalyseur. D'autres États du Sahel s'engagent dans des démarches similaires, mutualisent des données et coordonnent leurs réponses. Le Burkina Faso se positionne comme un acteur moteur de cette dynamique, non par la puissance, mais par l'exemple. Les partenariats économiques se renforcent, notamment autour des infrastructures stratégiques sécurisées. Sous Ibrahim Traoré, cette trajectoire transforme une réussite ponctuelle en doctrine régionale émergente, fondée sur l'autonomie graduelle plutôt que sur la dépendance. Le troisième scénario est plus tendu. Les acteurs extérieurs perçoivent l'épisode comme un précédent à contenir. Pression diplomatique, restrictions économiques ou tentatives de contournement technologique se multiplient. Le Burkina Faso doit alors consacrer davantage de ressources à la défense et à la résilience, au détriment d'autres priorités. Cette situation n'annule pas le gain initial, mais elle en augmente le coût. La souveraineté démontrée devient un enjeu permanent, exigeant une vigilance constante. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils montrent que l'essentiel ne réside pas dans le choix d'une trajectoire idéale, mais dans la capacité à reconnaître les signaux faibles et à ajuster la stratégie en conséquence. La recommandation clé est simple. Éviter la surexposition comme l'effacement. Entre l'affirmation excessive et la prudence paralysante, la marge de manœuvre se situe dans l'adaptation continue. C'est dans cette zone intermédiaire que se joue la suite. À ce stade, l'enjeu n'est plus seulement géopolitique. Il devient personnel selon la position de chacun. Pour un décideur public ou un cadre administratif, l'épisode rappelle qu'une capacité limitée peut produire un effet réel si la chaîne décisionnelle est claire. La leçon n'est pas d'imiter des modèles coûteux, mais d'identifier où une amélioration ciblée change le résultat final. Dans ce registre, la cohérence organisationnelle pèse parfois plus que l'équipement. Pour les acteurs économiques, l'impact se lit différemment. La sécurité n'apparaît plus comme une abstraction lointaine, mais comme une variable qui influence directement la continuité des opérations. La protection d'un site, d'une route ou d'une infrastructure critique devient un facteur de prévisibilité. Cela n'élimine pas l'incertitude, mais la rend calculable. Or, dans l'investissement comme dans l'emploi, la calculabilité est souvent plus déterminante que l'optimisme. Pour les citoyens, l'effet est plus symbolique mais non négligeable. Voir un État agir sans médiation extérieure renforce le sentiment que l'action locale compte encore. Cette perception peut soutenir l'adhésion à des choix difficiles, à condition qu'elle soit entretenue par des résultats concrets et une communication sobre. La confiance n'est moins des discours que de la répétition d'actes cohérents. Enfin, pour l'observateur extérieur, l'épisode invite à revoir certaines grilles de lecture.
Il montre que des marges d'autonomie existent même dans des contextes contraints. Deux pistes chez le simple émergent: suivre les signaux faibles plutôt que les annonces et distinguer les démonstrations ponctuelles des transformations durables. Ce que chacun peut retenir tient en peu de mots: comprendre où se situe réellement la capacité d'agir, puis agir à cette échelle. C'est souvent là que commence un changement tangible. La traduction de cet épisode en stratégie durable suppose une séquence claire, en plusieurs étapes coordonnées. La première concerne la formalisation des acquis. Les ajustements réalisés dans l'urgence doivent devenir des procédures standardisées, documentées et testées régulièrement. Cela permet d'éviter que la capacité démontrée ne repose sur quelques individus clés. Sous Ibrahim Traoré, cette institutionnalisation est un passage obligé pour transformer l'initiative en politique publique crédible. La deuxième étape porte sur la formation continue. Les ingénieurs, opérateurs et analystes qui ont contribué à la réussite doivent transmettre leurs compétences. Des modules ciblés, centrés sur l'analyse de signaux, la réduction des interférences et la prise de décision rapide, peuvent être intégrés aux structures existantes. L'objectif n'est pas l'excellence théorique, mais la reproductibilité opérationnelle. La troisième étape implique la modernisation graduelle, mesurée et priorisée. Plutôt que des achats lourds et dispersés, il s'agit d'identifier les points où un investissement limité améliore fortement la performance globale. Chaque amélioration doit être évaluée par un indicateur simple. Réduit-elle le temps de réaction? Améliore-t-elle la lecture de l'espace aérien? Ou sécurise-t-elle une zone critique? La quatrième étape est régionale. Le partage d'expériences techniques avec des pays voisins peut renforcer une dissuasion collective sans exposition politique excessive. Cette coopération pragmatique augmente la résilience de chacun tout en limitant les dépendances extérieures. Enfin, une coordination diplomatique est nécessaire pour accompagner ces choix. Il ne s'agit pas de provocation, mais de lisibilité. Expliquer ce qui est défensif, ce qui est non négociable et ce qui relève de la coopération permet de réduire les malentendus. Cette feuille de route ne promet pas l'invulnérabilité, elle vise la cohérence. Et dans un environnement instable, la cohérence est souvent la forme la plus réaliste de souveraineté. Lorsque l'on revient mentalement à la salle de contrôle évoquée plus tôt, l'image est sobre: des écrans anciens, des ingénieurs concentrés, des décisions prises sans certitude totale, mais avec responsabilité. C'est là que se joue le cœur de cette histoire, bien plus que dans le ciel traversé par des drones. Le véritable tournant n'est pas la technologie employée, mais la confiance accordée à ceux qui savent l'utiliser. Sous Ibrahim Traoré, cette scène devient un symbole discret. Elle rappelle que la souveraineté ne s'affirme pas uniquement par des déclarations, mais par une série de choix concrets, souvent invisibles, qui s'additionnent dans le temps. Rien de spectaculaire, rien de théâtral, juste une capacité à écouter, décider et assumer. Ce retour au point de départ éclaire tout le parcours. Les chiffres, les scénarios, les conséquences régionales prennent sens lorsqu'on les relie à cette réalité humaine. Des équipes locales ont prouvé que leurs ajustements contiennent, que leurs décisions avaient un effet réel, et que même dans un contexte contraint, l'initiative pouvait déplacer les lignes. Et l'idée qui reste, simple et nette: la capacité précède la reconnaissance. C'est ce fil discret, tendu entre une salle de contrôle et une carte géopolitique plus large, qui donne à cet épisode sa portée durable. Cette histoire ne se referme pas avec la chute de 3 drones. Elle s'inscrit dans une trajectoire plus large, où des États longtemps considérés comme périphériques testent, ajustent et redéfinissent leur marge d'action. Le Burkina Faso n'a pas changé l'ordre mondial en une nuit, mais il a montré qu'une initiative ciblée peut modifier des comportements établis.
Sous Ibrahim Traoré, ce type de signal compte autant que des annonces formelles. Pour le public qui observe ces dynamiques, l'enjeu n'est pas de prendre parti, mais de comprendre. Comprendre comment une capacité locale se construit, comprendre pourquoi certains gestes, pourtant limités, produisent des effets disproportionnés, et comprendre que la souveraineté moderne se joue souvent dans des choix techniques et organisationnels, bien avant les discours. La question reste ouverte. Cet épisode restera-t-il une référence isolée ou deviendra-t-il un point d'appui pour d'autres transformations au Burkina Faso et au-delà? La réponse dépendra moins de la prouesse initiale que de ce qui sera fait ensuite, dans la durée. À vous maintenant d'entrer dans la discussion. Quelle lecture faites-vous de cet événement? Symbole ponctuel ou signe avant-coureur d'un rééquilibrage plus profond? Votre analyse prolonge le débat là où il commence vraiment.